Du coup, oui, effectivement, les suites. Les suites, en vrai, on en a parlé de pas mal annoncées. Et c'est vrai qu'on est systématiquement dans cette espèce de boucle de suite infernale où en même temps, on est entre on n'est pas sur l'overdose qu'on a vis-à-vis des Marvel, par exemple. Oui. Où il y a cette idée de vous savez pas où vous allez en fait avec vos suites. Et là, c'est quand on voit The Witcher 4, il y a un côté c'est sympa ce que vous préparez quand même. Hein. Ça a l'air sympa quand même. Hein. Continuer avec Siri, ouais, ça a l'air sympa. Alors que voilà, c'est toujours ce truc on n'est pas encore au niveau du cinéma avec cette auto-référence maladive où en fait, t'en parlais de Lilo et Stitch tout à l'heure, voilà, à faire des live action de trucs. Pourquoi vous créez pas des nouvelles histoires, quoi? S'il vous plaît. Voilà, c'est les mêmes problèmes qui font que tu vas avoir un film sur Thor où en fait Thor ça devient un mec rigolo qui fait des blagues avec son marteau et sa hache, alors qu'à l'origine on est sur un personnage qui est complètement sérieux et qui va faire des blagues, mais qui va faire des blagues de circonstances, quoi. Oui, il est très d'esprit. C'est ça, exactement. Alors que là, c'est tout sauf des mots d'esprit, quoi. Et donc, effectivement, on a toujours des suites, sauf que là, on a des suites qui vont dans le domaine du jeu indépendant. Et là, on commence à toucher sur des trucs parce que cette année, au Game Awards, on n'a pas eu que des suites. On a eu aussi des jeux qui étaient annoncés qui sont des découvertes totales. Et c'est vrai que déjà au niveau des suites, ce dont on n'a pas parlé, c'était Slay the Spire 2. C'est vrai. Ah quoi, Slay the Spire, toi t'as vu pas mal de gameplay, ouais. Donc on est sur du roguelike. Oui, j'ai l'impression que ça s'approche plus d'un type de gameplay comme Darkest Dungeon. Oui, tout à fait. Où en fait vous enchaînez pas mal de combats dans un univers fantasy. C'est juste que vous allez jouer avec des cartes. C'est ça. Et toute la question, c'est à chaque partie, vous allez avoir des propositions de cartes parmi lesquelles choisir pour évoluer. Donc vous aurez beaucoup de moments de choix. Et en fait, l'intérêt, c'est que vous allez faire évoluer finalement votre personnage pour avoir des capacités qui rentrent en résonance les unes avec les autres. C'est ça. C'est un peu une espèce de deck building en vrai sur. C'est ça. Pour plusieurs personnages présents dans le jeu. Et c'est vrai que ça avait eu un succès fou. Il y a une adaptation jeu de société, ce que je trouve absolument incroyable. En ce moment, il y a beaucoup d'adaptations de jeux de société, de jeux vidéo. C'est bien. C'est bien. On a Dead Cells aussi, qui a et son truc en dessin animé et son adaptation en jeu de société. Et là aussi, on est parti sur une idée assez deck building aussi. Donc, c'est-à-dire que quand vous jouez, vous commencez systématiquement avec la même base, ou du moins une base très similaire, et ensuite vous partez sur quelque chose de beaucoup plus complexe au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que vous construisez votre paquet de cartes pendant que vous jouez. Et c'est vrai que là, Slay the Spire, j'ai jamais trop accroché à la direction artistique. Je peux comprendre, ça fait un peu particulier, ouais. Ça fait. Alors, j'arrive pas à trouver un autre mot que brouillon, mais c'est pas le côté péjoratif, c'est que ça fait très des dessins presque enfantins où il y a graphiquement il y a du grain, il y a certains trucs. Au moins sur le premier, sur le second, je crois qu'on passe sur des modèles 3D. J'ai un gros doute. Oui, ça a l'air de passer sur quelque chose de plus travaillé. Après, bon, ça peut se comprendre aussi, hein, mais parce que c'était très enfantin et moi j'avais beaucoup de mal avec ça. Ça garde un humour très clairement, puisqu'il y a l'idée de d'écrire un truc sur un panneau puis de le barrer pour rajouter autre chose. C'est ça. Donc on est vraiment maintenant sur de la 3D. Toi qui évidemment, Emilien, est artiste 3D. Effectivement. Oui, voilà. Je pense que ça t'a plu ce passage. Franchement, oui. Ouais. Je trouve ça intéressant de voir le passage du coup le 3D, 2D à 3D, à voir si au niveau des animations, tout ça concorde et ça reste dans la même charte graphique. Oui.
après faire un mix 3D 2D, ça peut être intéressant. Ça peut être, mais là, on aurait vraiment ce côté un peu cartoon à voir de comment c'est fait en fait. Bah, tu as la carte et tu as tes cartes. Tu vois tes cartes en main avec la situation devant toi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un vrai univers, une vraie patte et surtout une vraie ambiance. Parce que déjà, rien que la bande-annonce, voilà, je trouve qu'elle donne pas mal le ton. Donc il y a un côté très intéressant parce que vous allez devoir choisir des cartes. Souvent vous en aurez 3 devant vous, sachant que les options que vous avez, elles changent non seulement au cours des parties, mais aussi vis-à-vis de vos choix, parce qu'en fait vous évoluez sur une carte qui va avoir des chemins par embranchement. Et donc ça va définir les types de combats que vous allez avoir, si c'est des combats très durs ou pas, et ça va définir aussi le moment où en fait vous récupérez des cartes les plus avancées ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que vous récupérez une carte qui fait peu de dommages mais qui vous soigne, en sachant que du coup vous avez une autre carte qui fait que quand vous vous soignez le même tour, vous pouvez avoir un jouer bonus. Une autre carte gratuitement, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et donc vous avez pas mal de choses comme ça. Vous avez des façons de construire les decks, donc les paquets de cartes qui sont très originales. Et moi, le deck building, c'est un de mes genres préférés en termes de jeux de société. Je suis absolument fan de ça, de me lancer dans une partie et de me dire autant ça va être. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Ouais. Et quand tu commences à sentir en fait le truc ça fait 3-4 cartes que tu récupères qui te permettent de piocher par exemple. C'est à chaque fois que vous piochez une carte supplémentaire. Et en fait, t'as une autre carte qui te permet. Vous gagnez autant de points de vie que de cartes piochées ce tour-ci. Et en fait, du coup, tu fais en sorte de piocher plein de fois pour ensuite transformer le nombre de cartes piochées en soins. Enfin, c'est très très drôle. Ça demande pas forcément un esprit très avide de stratégie. C'est plutôt il y a plutôt une notion d'opportunisme. Oui, en tout cas parce au que début. ça dépend des choix qu'ils te proposent en termes de cartes. Tout à fait. Parce que de souvenir, dans le premier, tu passes par une espèce de boutique où tu peux avoir des améliorations de ton personnage dans ce genre-là. Donc c'est sélectionné aléatoirement dans la boutique par rapport à un panel d'évolution. Mais donc tu as aussi ce facteur-là d'aléatoire, d'opportunité, du coup, comme tu dis, pour améliorer ton personnage. C'est ça. Et c'est un succès quand même, Slay the Spire, puisque on est sur 1 million largement dépassé. On est quasiment près de 2 millions, je crois. Si c'est pas déjà dépassé, ça aussi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les Game Awards, on a parlé de très gros jeux. De grosses suites, Borderlands 4, Witcher 4, Truc 4, voilà, on est d'accord. Alors que, en réalité, ce qui a créé le plus de surprises, la plupart du temps, ce sont les jeux indépendants ou les jeux à taille réduite. Typiquement Astrobot, on est sur une exclusivité Sony, mais qui a gagné le jeu de l'année, mais on n'est pas non plus sur un jeu qui va être gigantesque en termes de portée. On est plus près d'un Crash Bandicoot. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus mesuré, et c'est là où notamment Baldur's Gate 3 l'an dernier avait complètement écrasé tout le monde. C'est-à-dire on est sur un jeu à gros budget et qui crée la surprise. Donc voilà, personne ne pouvait attendre ça et ils l'ont fait quand même. Mais c'est vrai que quand on voit les jeux qui sont proposés en unique, il y en a qui sont assez particuliers. J'avoue que j'ai adoré découvrir, pareil, quand on voit les bandes annonces, le titre s'affiche pas de suite, mais c'est l'équipe de Telltale Games donc qui s'occupe notamment, on a le savoir-faire de Telltale sur la partie narration sur ce truc-là, alors qu'en fait c'est Haddock Studio qui va proposer un jeu qui s'appelle Dispatch. Dispatch, c'est une comédie sur un lieu de travail où en fait vous jouez le rôle d'un super-héros. En tout cas, lui, il n'a pas de pouvoir, mais c'était une espèce de Tony Stark avec son armure. Le problème, c'est qu'il ne sait pas refaire son armure. Il n'a pas l'argent de Tony Stark. Et le principe, c'est que vu qu'on lui a pété son armure, il va devoir travailler pour les super-héros sur un centre du coup de répartition. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, c'est ce centre-là que vous appelez.
et c'est vous qui allez devoir répartir en fait les super-héros envoyés sur les différents lieux par rapport à leurs caractéristiques. Et l'ambiance, elle marche pas mal du tout, parce que en plus vous avez des choix narratifs de dialogue et des choix justement de qui vous envoyez où. Je pense qu'avec du relationnel qui va se développer au fur et à mesure, en tout cas le héros a l'air assez flegmatique. Ça a l'air bien drôle. This is SDN. How can we help you? You want me to sit in an office and dispatch heroes? In exchange, we can make you Mecha Man again. Washed up dad bod superhero with no superpowers. Can't wait. Whenever there's a crisis in the area, we get a call, and guess who answers? Me. Too easy. Oh, you shouldn't have done that. What are you doing, Invisigal? Is that your car? I don't have a car. That's gonna be a weird insurance claim. J'aime beaucoup l'idée d'avoir ce super-héros qui s'est juste écrasé sur une voiture. Et en fait, vous pouvez choisir l'option de dialogue. Et du coup, là, l'option, c'était il va falloir faire une déclaration d'assurance un peu particulière, je crois. Parce que, oui. C'est ta bagnole? J'ai pas de voiture. J'ai pas. Donc, c'est intéressant parce que à l'époque, les Indestructibles avaient créé la surprise vis-à-vis du long métrage de super-héros. Oui. Et on a eu du mal derrière à avoir un renouvellement vis-à-vis de ce genre-là. L'idée, c'est que on se retrouve avec quelque chose de relativement nouveau, cette espèce de super-héros qui au final n'a pas de pouvoir et qui va devoir répartir des gens qui vont être hauts en couleur, et c'est pas seulement à cause de leur collant, c'est vraiment des pouvoirs de partout. Voilà, on est sur quelque chose d'assez intéressant, et en plus avec un rendu dessin animé. Oui. Pour moi, ça peut que marcher. En termes de graphique, pour ceux qui voient pas de quoi on parle, ou qui ont peut-être la connaissance de... Ça ressemble un peu à Invincible, Tout à fait. graphiquement. Ouais. Ça a l'air très sympa. Oui. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air bien écrit aussi, parce que Oui. ça se sent dans la bande-annonce. Après, c'est la question du rythme qui va se poser, et évidemment des embranchements. Est-ce que c'est intéressant que je fasse les choix qu'on me propose de faire? Parce que c'est là où le jeu vidéo prend tout son sens, c'est d'avoir, et même le jeu d'une façon générale, c'est que quand je joue, je dois voir une conséquence à mon action. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. C'est pas je dois gagner, c'est quand je joue une carte, quand j'appuie sur un bouton, il doit se passer quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Sinon, pourquoi je le fais? Donc, si jamais vous avez, il y a rien de plus frustrant, et je pense que si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, notamment sur Mega Drive à l'époque, voilà quoi, le moment où vous appuyez sur la manette et il se passe rien parce que en fait c'est pas ça qu'il faut faire, mais personne vous l'a dit, c'est ultra frustrant. Et donc voilà, autant l'humour, etc., l'ambiance fonctionne absolument, autant en termes de mécanique de jeu, c'est la question qui se posera de voir comment est-ce qu'on prend en main cette aventure-là, et est-ce qu'on peut vraiment mener ce héros sur différentes fins, quoi. Est-ce qu'il va finir par récupérer son armure? Est-ce qu'il va finir par récupérer son armure? Parce qu'à la base, c'est pour ça que vous travaillez. Ouais. C'est pour récupérer une espèce d'armure qui ressemble à Iron Man Mark I, donc la première armure de Tony Stark. Mais à côté de ça, on a d'autres jeux qui changent radicalement d'ambiance. On a notamment Shadow Labyrinth, qui est très 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 particulier, parce qu'en fait, j'ai vu le jour même, lorsque j'ai vu la bande-annonce de Shadow Labyrinth, en fait, j'ai vu le principe sur Amazon Prime. Vous avez une série qui s'appelle Secret Level, justement avec des personnages de jeux vidéo. Donc j'en ai vu quelques-uns, on en discutera sur une émission peut-être dédiée sur les adaptations, mais c'est vrai que donc il y a Warhammer 40 000, il y a l'un des meilleurs pour moi, c'est Armored Core, avec Keanu Reeves d'ailleurs. Donc ça marche très très bien. Donc évidemment on est sur des images de synthèse, mais retravaillées avec de la capture d'acteurs et d'actrices. Il y a celui sur Exodus qui est pas idiot du tout, qui utilise en fait le voyage à vitesse de la lumière. Okay. Et du coup il part du principe que forcément quand tu voyages à la vitesse de la lumière, le temps s'écoule différemment pour toi. D'accord, puisque c'est relatif. Donc en fait, toi, tu vieillis pas, mais le reste, si. Oui. Donc en gros, tu as une espèce d'intrigue qui va se dérouler justement avec ce décalage temporel. Donc ça marche d'enfer. Et il y en a un qui s'appelle Pac-Man. Quand vous lancez le jeu, quand vous lancez, c'est pas un jeu, c'est quand vous lancez ce court-métrage, je crois qu'il dure 12 minutes, un truc comme ça, une dizaine de minutes en tout cas, en fait, vous tombez sur un monde qui est extrêmement sombre et vous comprenez pas trop le rapport avec Pac-Man.
Et ben en fait, c'est parce que c'est de l'univers justement de Shadow Labyrinth. Donc vous avez un personnage qui est accompagné par une espèce de robot rond, sphérique en tout cas, qui vous dit que pour sortir du labyrinthe, c'est tout simple, il faut tuer et manger. Voilà, manger ou être mangé. D'où le côté peut-être Pac-Man, mais c'est une version très twistée en tout cas. Après, visuellement, de ce qu'on voit dans le trailer, le petit robot qui l'accompagne est sphérique, jaune, mange des boules. C'est ça. Ça a l'air d'être Pac-Man, mais enfin bon, c'est très particulier. Moi, c'est la première chose que je me suis dit en voyant le truc, c'est Pac-Man. Oui, c'est ça. C'est donc ça peut rejoindre en fait la licence, mais c'est vrai que ça donne un éclairage nouveau sur ce personnage qui à l'origine est censé être entre guillemets mignon. Il se contente de manger des fruits, des machins et d'effrayer les fantômes quand il récupère ce qu'il faut. Donc bon, c'est un peu particulier. On est sur un jeu plutôt plateforme action en 2D. Qui a l'air de bien marcher avec beaucoup de pièges. Faut s'attendre à quelque chose comme les anciens Prince of Persia, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de parcours, il va falloir respirer, d'accord. Éviter d'aller sur les scies circulaires, n'est-ce pas? Parce que rien que dans la bande-annonce, il y en avait un paquet, Faut pas aller dessus. Faut pas aller dessus, non. À côté de ça, effectivement, on a un jeu qui nous a fait beaucoup penser à Terraria. En 2 dimensions où vous avez un côté très pixelisé, vous allez essayer de creuser un peu de partout et c'est à la fois mignon mais c'est la question de la durée de vie toujours, parce qu'on vous propose de construire des structures et de creuser et d'affronter évidemment les ennemis, un peu Minecraft. Si jamais vous connaissez pas Terraria, c'est Minecraft en 2D. Voilà. Oui. Et si vous connaissez pas Minecraft, c'est Terraria en 3D. Non, c'est un monde de cubes où vous allez explorer, vous allez creuser, vous allez potentiellement créer vous-même vos constructions, vos outils. Sauf que là, justement, le principe de Kiora, c'est qu'on est dans un univers en 3 dimensions. Non, 2 dimensions. Et qu'on est sur un univers surtout multijoueur. Donc ça peut être ultra bien comme ça peut entacher énormément l'expérience de jeu, parce que paradoxalement le fait que ce soit en 2 dimensions, on n'a pas l'éloignement sur la profondeur entre les personnages, et donc potentiellement on se retrouve un peu tous au même endroit. Si je donne un coup d'épée sur le monstre, est-ce que je blesse aussi mes camarades? Oui, est-ce qu'il y a le friendly fire, je sais pas en français. Le tir amical, le tir allié, oui, tir allié aussi, tout à fait. Donc ça peut marcher. Effectivement, on est sur des plus petits jeux, plus sympas. Alors que, à côté de ça, pareil, qui ont créé la surprise, on va avoir des jeux qui sont un peu plus ambitieux, mais qui font penser à d'autres jeux déjà sortis, notamment un jeu qui nous a rappelé énormément Sea of Thieves, et qui s'appelle Thick as Thieves. Oui, le nom ressemble, la direction artistique ressemble, mais on n'est pas du tout sur la même mécanique. Et encore que, puisqu'on troque des pirates pour des voleurs, sur une ambiance survoltée, l'idée c'est très simple. Vous allez dans une ville, vous allez sur un endroit, vous êtes en multijoueur, vous êtes toutes et tous des voleurs avec des capacités particulières, et vous devez voler quelque chose qui est très bien gardé. Le seul pépin, c'est que le jeu, à aucun moment vous dit qu'il faut que vous vous en tiriez toutes et tous. C'est-à-dire que vous avez aussi des capacités pour pouvoir doubler les personnes avec lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire les autres joueurs et joueuses. Ça donne une ambiance un petit peu sympa. Best to stay nice and quiet. But keep your wits about you. Who's there? Huh? You never know what's around the corner. Things could go many different ways. Because like I say, it's every feat themselves.
Donc il joue beaucoup sur l'appellation Thick as Thieves, qui ressemble énormément à Sea of Thieves. Voilà, c'est même en termes de direction artistique. Alors que ce qu'on voit de la bande-annonce me fait beaucoup plus penser à Dishonored. Oui. Dans l'idée de passer au-dessus des gardes, d'utiliser un grappin ou de se téléporter. En termes d'armes aussi, on se retrouve avec des armes incapacitantes qui sont pas forcément létales. Et c'est vrai que ça peut être drôle à voir sur la durée, évidemment, sur la variété des parties proposées, et puis c'est surtout sur la mécanique de si jamais je peux m'en tirer sans toi, qu'est-ce qui fait que je vais coopérer d'abord ? Oui. Ou alors il faut vraiment que les lieux aient besoin de plusieurs capacité. personnes ou de machin. Ouais, mais à ce moment-là, pareil. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les lieux, si c'est 7, ce niveau-là, est-ce que je vais pas finir par savoir exactement comment accéder à l'objet ? Et puis surtout, est-ce que les compétences que tu as, tu peux les relancer C'est ça. ou pas ? Est-ce que c'est des compétences uniques ? Auquel cas, autant je peux m'en sortir différemment. Pareil, en termes de mécanique de jeu, c'est pas la même chose si l'objet il est au même endroit, si je sais où il est, et si il change à chaque fois. Et puis, C'est- est-ce qu'il n'y a pas différents objets ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas différents objets où en gros il y a ceux qui sont dans le coffre, ceux qui sont plus facilement accessibles, etc. Et du coup, donc il y a tout un tas de questions qui sont posées par le principe. Mais mine de rien, c'est ça. Vous avez en jeu de société la Cité des voleurs qui correspond absolument à ça. En jeu de plateau, la Cité des voleurs, c'était et c'est toujours un système rigolo où en fait vous entrez dans une ville, vous avez différents scénarios qui vont conditionner en fait finalement là où vous devez aller et surtout le type de choses que vous devez voler et comment vous voulez voler. Vous coopérez avec les autres personnes. C'est juste qu'il y a une particularité, c'est qu'à un moment donné, l'attention, l'alarme va sonner, et en fait les gardes vont clôturer la ville, et donc les exits, les sorties vont être très 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 réduites. Donc vous passez de, je sais pas moi, une douzaine de sorties à 2. Voilà. Sachant que quand c'est pas à vous de jouer, vous contrôlez les gardes, ou potentiellement vous pouvez un peu les orienter vers d'autres. C'est très drôle. C'est Bien. très drôle. Il suffit simplement, effectivement, que ce soit un jeu de versus par équipe, par exemple. Puisque le fait d'avoir, je sais pas si c'est des binômes ou en fait potentiellement tu prendras peut-être pas le risque d'affronter 2 personnes tout seul, ouais. alors que autant en plus en termes d'archétype, il présente le caméléon notamment, Je crois, qui ouais. peut se déguiser comme un garde, qui peut en tout cas voilà, il y a quand même une idée de furtivité. Donc potentiellement vous identifierez pas forcément très rapidement les autres voleurs et voleuses. Donc ça peut marcher. Ça peut marcher. Ah, à voir ce que le jeu donnera. Oui, tout à fait. En tout cas, ça a l'air prometteur. Là où on a vu du multijoueur, donc, mais qui va plutôt s'orienter en termes de jeu indépendant, qui va s'orienter plutôt sur la partie coopération. On parlait en 2 dimensions de Kiora. En fait, en réalité, on a d'autres jeux qui vont fonctionner sur un certain principe. Il y a l'un des... alors, moi, ça a été mon trailer préféré, mais il est très très compliqué à faire écouter parce qu'en fait, c'est très visuel. Il y a un côté un peu presque lapin crétin. C'est ceux qui ont fait Overcooked, qui sortent Stage of Fright, qui est un jeu où il va falloir fuir des créatures, sauf qu'en fait, vous jouez à 2, en écran partagé. Et que vous avez un peu un côté Stranger Things dans l'idée que chacun et chacune des personnages sont dans une version alternative du même monde avec une esthétique extrêmement cartoon en 3D et en plus avec un univers vraiment pipou, mais c'est vrai que c'est très visuel en fait. Là pour le coup c'est très coloré, il y a un côté et puis c'est surtout qu'on n'a pas vu beaucoup de gameplay différents, il n'y a pas beaucoup de mécaniques trop annoncées. Je pense que c'est surtout pour pas trop spoil et perdre l'effet waouh. Ouais. Mais ça a l'air très intéressant. Ça- Ça fait très jeu de familial, truc comme ça. Tout à fait. Ça a beaucoup fait penser, quand on a vu la bande-annonce, à It Takes Two. Oui. Dans l'idée d'avoir 2 personnages complémentaires qui se retrouvent en fait dans différentes situations où il va falloir un petit peu peut-être coopérer, peut-être donc ça marche bien, mais c'est vrai que It Takes Two
les gens qui font It Takes Two, qu'on vous conseille si vous êtes en couple notamment, puisque c'est une histoire d'un couple qui doit coopérer avec l'homme et la femme qui se retrouvent avec certaines situations. Disons qu'il y a une petite critique de stéréotypes de genre, il y a des choses comme ça, où il y a certains niveaux qui sont plus difficiles pour la femme, alors que le gars, lui, de son côté, et en gros, vous avez vraiment cette idée de ce couple, pas en instance de divorce, mais disons qu'ils ont des problèmes de compréhension très très profonds, et donc ça marche très très bien de jouer à ça à deux, histoire de comprendre en fait le point de vue de l'autre avec le A majuscule, et justement ces gens-là font un autre jeu qui lui va être assez particulier, puisque là pour le coup c'est deux jeunes femmes qui ne se connaissent pas et qui vont être embarquées et gardées de force dans une simulation de jeu vidéo, l'une étant fan de fantasy, l'autre étant fan de science-fiction. Et alors là, il va falloir qu'elles coopèrent. Alors là, pareil, ça se joue en temps réel, en coopération, et il va falloir quand même s'entraider pour pouvoir essayer de sortir de là. Et ça donne un truc assez spectaculaire finalement. Get ready for a ride. You play as Mio and Zoe, two aspiring writers that hope to get published by a new tech company that can simulate their stories to life. I can't do this. Please calm down. It's time. You can't shut. No! Accidentally, they end up in the same simulation. What are you doing in my story? Something bad is going on here. And there, they find out that their stories are about to get stolen. No one escapes my simulation. And in order to save them, they have to escape back to reality through the very worlds that they created. Hands above your heads. Donc effectivement, voilà, il y en a une qui vraiment écrit de la science-fiction, l'autre qui écrit de la fantasy, donc elles sont pas forcément faites pour s'entendre très très bien, mais il va falloir coopérer, et en plus il y a pas mal de choses. Typiquement, on va avoir les deux personnages qui vont se retrouver dans un univers science-fiction, donc c'est celle qui écrit de la fantasy qui va être désavantagée, et inversement, vous avez notamment des vols à dos de dragons. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de variétés. On va voir si ça va avoir la même profondeur que It Takes Two, justement vis-à-vis du traitement de couple et des charges mentales. Est-ce que là, justement, on va avoir ces deux personnages qui vont finalement avoir autant de profondeur sur leur relation? Mais visuellement, on est sur quelque chose de très très joli, quoi. Moi, j'ai très très hâte de ce jeu, ouais. Il m'inspire pas mal. Voir un peu la dualité entre le sci-fi et fantastique. Je trouve que, en vrai, en termes de référence, ça met un peu la dualité entre Seigneur des Anneaux et Star Wars, par exemple. Oui, tout à fait. Ça va être intéressant de voir un peu s'ils arrivent à se positionner là-dessus et à avoir quelque chose d'équilibré au final, que ce soit vis-à-vis de la relation ou vis-à-vis justement des univers. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant de ça? Et le dernier jeu qui moi m'a marqué, parce qu'après effectivement il y a eu beaucoup de sorties et tu satures un peu en fait au final, c'est un jeu que je trouve très très sympa, qui est One More Away, un jeu où tu déménages. On avait justement un premier jeu où en fait il s'agissait de s'installer. Et justement, le principe, c'était que vous découvriez la vie du personnage durant l'installation, dans des chambres d'abord d'étudiantes, etc., etc. Et donc, en fait, vous voyez des photos de famille, vous voyez des cadeaux, etc. Puis, au fur et à mesure des emménagements, en fait, vous voyez pas la partie déménagement, mais au fur et à mesure des emménagements, quand vous placez les objets, vous vous rendez compte des choses qui évoluent, des choses qui disparaissent. Donc, en fait, ça raconte la vie de la personne comme ça. Et là, c'est l'inverse, c'est les déménagements où vous allez devoir remplir le coffre de la voiture, remplir la voiture elle-même. Donc vous, si vous avez déjà dit en remplissant votre coffre, ouais, je joue à Tetris, c'est exactement le principe du jeu. Et pareil, vous allez avoir une valeur narrative très forte dans l'idée de... Alors c'est très coloré en plus, c'est beau. C'est sympa, ouais, moi j'aime bien. C'est très stylisé, assez simple entre guillemets, des formes assez simples. Des formes assez simples, c'est très cosy en plus en termes d'ambiance. Et là-dessus, on va avoir quelque chose qui, je pense, permet une approche narrative un peu différente, puisque ça vous propose de jouer tranquillement, sans ennemis, sans chrono, sans machin. Vous remplissez le coffre de votre voiture. Non mais, mine de rien, on a parlé de beaucoup de jeux, là, cette semaine. Où c'est de l'affrontement, du combat. C'est de la tronçonneuse, du machin. Et là, c'est aussi du jeu vidéo à part intégrante de se retrouver avec un jeu tranquille. Qui peut raconter toute une parcelle de vie finalement.
Après, un petit gobelin qui sort du coffre, là, ça peut être marrant aussi. On n'est pas obligé. C'est drôle. En tout cas, merci Emilien Avec plaisir. pour avoir assisté avec moi à ces révélations des Game Awards. Et puis, écoutez, je vous souhaite une superbe fin de journée. À très bientôt.